Vous écoutez l'épisode 158 du podcast Mes trucs de prof. Dans ce 6e et dernier volet de la mini-série sur le bien-être numérique, je vous partage une trentaine d'idées pour améliorer ou maintenir votre bien-être numérique. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bonjour à toutes et à tous, je terminerai cette mini-série sur le bien-être numérique avec quelques idées pour améliorer ou maintenir votre bien-être numérique. Donc ce sont des idées dans lesquelles vous pourrez piocher à votre guise, elles sont complètement dans le désordre et reprennent différents éléments dont je vous ai déjà parlé dans les 5 épisodes précédents. Donc si vous avez envie de jouer un peu, vous pouvez même reprendre avec vous les 8 dimensions du bien-être numérique et voir pour chaque idée que je vous propose, à quelle dimension ça correspond. Et puis je vous invite aussi à vous demander si ce sont des idées qui vous parlent ou pas. Et dans ces cas-là, vous passez à la suivante. Alors, est-ce que vous vous souvenez déjà des 8 dimensions du bien-être numérique dont je vous ai parlé dans le premier épisode? Donc, je vais essayer de vous les nommer sans regarder. Il y avait la santé mentale, la santé physique, la citoyenneté digitale. Il y avait aussi ce qu'on appelle le quantified self, qui est l'automesure connectée. Il y avait aussi la dimension de la productivité, notamment liée au maintien de l'attention, aux multitâches, etc. Et puis, il y a les jeux sèche, je regarde. Il y avait aussi les relations sociales, la communication et l'environnement de travail numérique. La première idée, ça va être de déterminer les moments où vous appréciez vraiment d'utiliser les médias sociaux et ceux où vous les utilisez de manière automatique. Donc comme ça, vous allez pouvoir prendre conscience au moment de les prendre de manière automatique, de prendre votre smartphone par exemple de manière automatique, vous allez vous voir faire. La deuxième idée, c'est d'utiliser la fonction programmée pour envoyer des mails ou des SMS. Alors ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça permet de respecter un peu des horaires normaux quand on envoie des messages un petit peu tard et qu'ils ne sont pas urgents. La deuxième chose, justement, c'est que ça permet de gérer un petit peu ce degré d'urgence, en tout cas de les envoyer à des moments opportuns. La troisième chose, c'est que du coup, ça permet aussi d'utiliser la technologie pour se décharger mentalement. Quand on sait qu'on va devoir envoyer un mail ou un SMS, mais qu'on n'a pas envie de vouloir y penser sans arrêt, on peut le programmer et il peut partir à la date qu'on veut, à l'heure qu'on veut. Donc ça peut être intéressant pour notre bien-être numérique aussi. Autre idée, ce serait d'avoir 2 ou plusieurs profils, soit sur son téléphone. Donc, personnellement, j'ai essayé de le faire, j'ai pas trouvé sur mon téléphone, mais je sais que c'est possible sur certains d'avoir 2 profils d'utilisateurs. Comme ça, on peut en avoir un pro et un perso, par exemple. Et en tout cas, ce que je fais d'ailleurs, c'est d'en avoir plusieurs sur les réseaux sociaux. Ce qui permet de distinguer le compte, par exemple, sur Instagram ou Facebook, de distinguer le compte sur lequel on va aller consulter des choses plutôt pro, avec que des trucs de prof par exemple, et de distinguer ce qu'on va aller faire sur notre profil perso avec nos amis. Donc ça permet de mieux voir aussi ce que publient régulièrement nos amis, puis nos passions, etc. Donc ça peut être une alternative. Autre idée, je ne vais pas les compter parce que je crois que j'en suis à la 4e, mais il y en a tellement que je ne saurais plus au bout d'un moment où j'en suis. Donc autre idée, ça va être de trier parmi les comptes qu'on suit, de trier ceux qui nous font ressentir des émotions négatives, de la culpabilité, etc., de ceux qui nous plaisent, qui nous inspirent, et évidemment de ne garder que ceux qui nous inspirent ou ceux avec lesquels on interagit. Autre idée encore, c'est de s'obliger
à interagir avec les contenus qu'on consomme. Par exemple, se dire, eh bien là, maintenant, là, je vais sur Instagram, je vais laisser au moins 3 ou 4 commentaires, ou je vais partager quelque chose en story, ou je vais envoyer un message à quelqu'un. Mais du coup, de s'obliger, en tout cas, à avoir cette interaction dont je vous ai parlé dans un ou plusieurs épisodes. Autre idée, c'est d'engager la conversation avec vos amis ou avec vos connaissances pour de vrai. Obligez-vous à faire plus qu'un like ou qu'un cœur, et au moins un like ou un cœur quand d'habitude vous ignorez, pour pouvoir maintenir ces relations sociales ou les créer ou les entretenir. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est enlever les notifications des applications que vous estimez addictives. C'est-à-dire que pour les applications qui vous happent, sur lesquelles vous allez de manière un peu systématique et un peu trop à votre goût, eh bien, vous pouvez du coup enlever les notifications. Surtout que quand on gère pas ça, il y a parfois plein de notifications d'applications sur lesquelles on n'irait pas, ou parfois même des notifications d'applications sur lesquelles de toute façon on ne va pas, mais qui nous prennent quand même un peu d'attention. Une autre idée serait de fixer des règles et des horaires de communication sur les groupes professionnels. Je pense notamment aux groupes WhatsApp professionnels. Vous pouvez déjà vous-même, pour vous, vous définir des règles de type je réponds pas à tels horaires ou à tel ou tel jour, etc. Et d'ailleurs, vous pouvez même mettre certains groupes en silencieux le week-end, par exemple. Ça, vous le décidez pour vous. Mais ça peut être aussi intéressant de le faire collectivement, de se dire ok, on a un groupe, de veiller les uns les autres au bien-être numérique, à l'équilibre vie pro vie perso de tout un chacun dans une équipe, et donc de se poser un cadre aussi pour l'utilisation et l'envoi de messages, de mails, etc. Et puis l'avantage aussi quand vous le décidez avec vous-même et que vous décidez de mettre sur silencieux certaines conversations, pro ou pas, ça peut être aussi le groupe de foot de vos enfants par exemple, et vous contribuez aussi à développer votre JOMO, votre Joy of Missing Out, et de se dire voilà, intentionnellement je décide de manquer des infos et c'est pas grave. Autre idée, ça peut être de changer les applications de place. Tout à l'heure, je vous parlais des notifications, mais parfois, on a certaines applications qui sont sur notre écran d'accueil, qui sont en plus à la même place et qu'on voit systématiquement ou vers lesquelles on va automatiquement. Donc, de temps en temps, de les changer de place ou de les enlever de l'écran d'accueil et de les mettre plus loin, ça permet aussi de diminuer la tentation de les consulter. Autre idée, en tout cas autre point important, c'est le fait de veiller à ces douleurs posturales. Donc faire attention à la manière dont on se tient quand on est avec notre téléphone ou quand on est avec notre ordinateur, de veiller à avoir le plus possible l'écran à la hauteur des yeux pour ne pas baisser le cou. Même quand vous êtes dans le canapé ou dans les transports, essayez de trouver en tout cas les postures les plus confortables, ergonomiques pour vous, pour être sur vos écrans. Ensuite, l'idée, ça peut être aussi de se mettre un temps limité sur certaines applications. Donc ça, vous pouvez le faire normalement en allant dans les réglages de votre téléphone et dans bien-être numérique ou dans temps d'écran sur iOS. Vous pouvez aller limiter certaines applications. Et moi, par exemple, je me suis limitée Instagram, et à chaque fois que je veux aller sur l'application, ça me met le temps qu'il me reste. Donc c'est intéressant aussi pour prendre conscience de là où on en est et décider d'y aller quand même ou pas. Ensuite, pour résister à l'idée de textoter pendant qu'on conduit ou de regarder son téléphone à chaque feu rouge, vous pouvez mettre votre téléphone dans votre coffre lors de vos trajets habituels, ceux que vous connaissez et où vous n'avez pas besoin de votre GPS, ou alors tenter de faire certains trajets en mode ne pas déranger quand vous utilisez le GPS. Ça permet au moins de ne pas recevoir toutes les notifications. Et puis je rappelle que lire un message en conduisant, ça multiplie le risque d'accident par 23. Et que le fait d'avoir son téléphone en main peut vous coûter 3 points de permis et 135 € d'amende. Donc fin de la minute sécurité routière. Autre idée, vous pouvez mettre aussi votre téléphone en mode avion la nuit, ou bien le mettre à charger dans une autre pièce pour à la fois le mettre un petit peu loin, et puis ensuite pour éviter que ce soit votre premier réflexe
dans la nuit ou le matin, d'être déjà tout de suite sur vos écrans. Et aussi de ne pas l'avoir en dernier avant de vous endormir. Une autre idée, ça pourrait être de se fixer une heure justement avant laquelle on ne regarde pas son téléphone le matin. Ou avant laquelle on ne va pas sur les réseaux si vous avez votre téléphone quand même avec vous. Vous pouvez aussi, je crois que je vous en ai parlé dans un autre épisode, réutiliser des objets du quotidien abandonnés au profit du téléphone pour diminuer votre usage du téléphone. Je pense aux minuteurs, aux montres non connectées, au réveil, etc. Je suis sûre qu'il y a plein d'objets devenus presque vintage qu'on pourrait ressortir des placards. Autre idée, on pourrait se lancer des défis collectifs contre le phubbing. Vous vous souvenez, cette tendance à regarder notre écran alors qu'on est en train de discuter avec quelqu'un, et s'engager par exemple auprès de ses enfants ou de son conjoint à ne pas utiliser le téléphone lors d'une conversation, ce qui signifierait que, il y a des fois où on leur demande d'attendre parce qu'on est déjà sur notre téléphone, ou qu'à certains moments, on pose le téléphone, on arrête ce qu'on est en train de faire pour pouvoir continuer une conversation ou répondre à une question. Autre idée, ce serait d'identifier des moments où on ne veut plus utiliser notre téléphone. Comme ça, on sait que sur ces moments-là, on se dit, là, quand je fais ça, je n'utilise plus mon téléphone. Ça peut être par exemple, quand je vais aux toilettes, je n'emmène plus mon téléphone. Voilà, c'est une idée parmi tant d'autres. Demandez aussi systématiquement l'autorisation de prendre en photo les gens, de diffuser leurs photos, et notamment aux enfants, même à nos propres enfants ou aux élèves. Je vous renvoie là aussi à l'épisode sur le consentement, que je vous mettrai en complément là, de cet épisode, mais vraiment de se dire, je prends l'habitude de demander l'autorisation. Je peux te prendre en photo, ça te dérange pas si je le mets dans ma story, ou je peux l'envoyer à papy et mamie, enfin voilà, de faire cet effort-là. Autre idée, travailler sans Internet en première intention. Ça veut dire commencer à travailler avec ce que vous savez, ce que vous avez déjà, les outils que vous avez déjà à votre disposition, et de ne pas aller sur Internet pour commencer à travailler parce que vous commencez avec de la dispersion. Donc l'idée, c'est de se dire, je commence à travailler sans Internet, je me fixe un objectif, je regarde ce que j'ai déjà, ça me permet en plus d'être de plus recyclé et d'être peut-être plus minimaliste, et puis après je me note de côté ce que j'irai plus tard éventuellement chercher sur Internet, et ça évite de basculer d'une tâche à une autre. Dans la même veine, on peut aussi s'efforcer de ne pas utiliser plusieurs onglets dans une même fenêtre quand on veut rester concentré. Je vous en ai parlé aussi dans un épisode précédent. Et donc l'idée, c'est de se dire, là je veux travailler sur cette tâche, je garde que cet onglet-là et les autres, je les baisse. Parce que quand on voit l'onglet de sa boîte mail ouverte, l'onglet d'Instagram ouvert, l'onglet de tel autre truc ouvert, ça nous disperse. Ce que vous pouvez faire d'autre, c'est de fixer des heures où vous consultez vos mails par exemple, et ensuite comme ça enlever les notifications. Ça veut dire que vous vous dites, moi je regarde mes mails quand j'arrive à l'école, ou le midi, ou le soir, ou à 15h, à la récré, voilà. Et ça vous permet d'enlever les notifications et donc de ne pas être dérangé par toutes les notifications de vos mails. Et ça peut aussi être quelque chose qui est partagé avec les autres personnes. Si vous avez par exemple l'usage de Pronote, d'un ENT, d'une messagerie avec les parents d'élèves, vous pouvez aussi dire quand vous consultez et quand vous ne consultez pas, du coup, cette messagerie. Comme ça, le cadre est posé. Je ne consulte pas mes messages Pronote le dimanche, par exemple. Ça, c'est clair, et comme ça, c'est OK avec tout le monde. Et les personnes qui vous écrivent le dimanche, elles ont le droit de vous écrire le dimanche, mais elles savent qu'elles n'auront pas de réponse le dimanche. Et puis, dans l'idée de maintenir votre bien-être, c'est aussi de ne pas regarder les messages professionnels ou les mails professionnels à des horaires où ça génère du stress chez vous. Donc peut-être que pour certaines personnes, c'est pas une très bonne idée de consulter ces mails le dimanche matin, parce que si vous lisez un truc pro désagréable par exemple, ou stressant, ou à faire qui n'est pas urgent, mais vous le lisez le dimanche matin, ça va peut-être vous plomber tout votre dimanche. Donc il y a en tout cas à déterminer quand est-ce qu'on veut être dérangé par certaines choses. Une autre idée, ce serait de se mettre une alarme ou un minuteur pour penser à faire des pauses et à bouger régulièrement quand on travaille sur écran ou quand vous faites vos corrections. Mais de se mettre
Une alarme qui va vous rappeler, tiens, ça fait 25 minutes, ou ça fait 30 minutes, ou ça fait 45 minutes que tu es assise devant ton ordi. Il serait peut-être temps d'aller boire un verre d'eau, de monter les escaliers ou de faire des étirements. Vous pouvez aussi baisser la luminosité de vos écrans et ajouter des filtres anti-lumière bleue ou porter des lunettes anti-lumière bleue, ou si vous êtes comme moi et que vous avez déjà le filtre sur vos lunettes, de penser à mettre vos lunettes avec votre filtre quand vous êtes sur écran. Une autre idée, ce serait d'annoncer à d'autres, à vos proches, aux gens qui vivent avec vous, qui travaillent avec vous, le temps de téléphone ou de réseaux sociaux que vous vous apprêtez à faire, de pouvoir ensuite le faire pleinement et ensuite de vous arrêter. Ça vous permet aussi de le faire sans culpabiliser et d'apprécier le moment et donc d'être dans cette dimension du bonheur hédonique dont on parlait dans l'épisode 1 et te dire, ben là, juste, je suis dans mon kiff, je vais me faire 20 minutes de réseaux sociaux, ne venez pas me déranger, j'apprécie ce que je fais. Une autre idée qui doit sûrement en rejoindre une que je vous ai déjà donnée, c'est dans la mesure du possible, pour éviter de phubber ou de multitâcher, avec des guillemets pour les deux, c'est de ne pas répondre aux sollicitations si vous êtes sur votre téléphone, d'être capable de différer l'un ou l'autre et de dire aux autres d'attendre. Attends, je finis ça et je t'écoute. Autre idée, trier ses mails, ses photos régulièrement. Alors mon astuce pour ça, c'est utiliser les filtres dans la boîte mail. Quand on sait que tel mail revient tout le temps et qu'on ne le lit jamais, et ben on peut mettre un filtre ou faire recherche et rechercher tous les mails de cet expéditeur par exemple et tous les supprimer d'un coup. Et puis, comme trier les photos, ça peut prendre du temps, surtout si on ne l'a pas fait depuis longtemps, voire jamais fait, ben, l'idée, ça peut être aussi d'y consacrer des moments précis. Par exemple, se dire, à chaque fois que je suis dans telle situation, par exemple, à chaque fois que je suis aux toilettes ou dans la file d'attente au supermarché ou en train d'attendre mes enfants à leur activité, etc., eh ben, je trie mes photos. Voilà. Et même si ça ne dure pas longtemps, on sait que à chaque fois qu'on est dans cette situation-là, on le fait un petit peu. Autre idée, quand on a besoin de se challenger pour diminuer un peu nos pratiques ou d'écran, de réseaux sociaux, etc., ça peut être de mettre à contribution nos amis, notre famille et de se challenger à plusieurs. Ensuite, vous vous souvenez que dans l'épisode sur l'attention et le multitâche, je vous disais que le simple fait d'avoir son téléphone à côté de soi, déjà ça nous prend une partie de notre cognition et de notre attention. Et donc du coup, l'idée est très simple, c'est d'éloigner votre téléphone de votre bureau, de votre table de travail, etc. quand vous avez besoin d'être focus. Autre idée, vous pouvez laisser votre téléphone dans votre sac quand vous êtes en classe, pour être complètement concentré à ce que vous faites. Et puis si vous êtes joueur ou joueuse, vous pouvez même le mettre en mode avion, voire l'éteindre. D'ailleurs, je dis en classe, mais c'est une autre idée, de se challenger une ou plusieurs fois par jour et de mettre notre téléphone en mode avion à un certain temps et d'augmenter la durée ou d'augmenter la fréquence. Vous pouvez aussi vous challenger pour ne pas répondre tout de suite, ou voire pas du tout même, aux diverses sollicitations, quand vous avez décidé d'être concentré sur autre chose, quand vous avez envie de vivre le moment présent et d'entrer dans le JOMO, dans la Joy of Missing Out, mais de vous dire, je ne réponds pas, je ne suis pas disponible, ce n'est pas urgent, je ne réponds pas à ce SMS maintenant, ou je ne réponds pas à cette sollicitation digitale tout de suite. Par contre, faut pas être comme moi, faut pas oublier après si c'était important de répondre, il faut pas oublier de le faire. Ensuite, vous pouvez aussi réfléchir 3 fois avant de partager ou de transférer une information quand vous ressentez qu'elle est surprenante ou nouvelle. Prenez le temps de vérifier. Et ça, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Et puis enfin, dernière idée pour aujourd'hui, je vous propose de pourquoi pas utiliser des trackers numériques ou des applications de suivi pour les nouvelles habitudes numériques que vous avez envie de mettre en place. Donc vous pouvez chercher ça et trouver de quoi noter, faire le suivi de ce que vous faites, aller dans les réglages et regarder vos temps d'écran pour noter vos améliorations. C'est une façon aussi de vous apporter du feedback et de vous encourager à continuer.
Voilà pour mes idées. Je suis vraiment curieuse de savoir lesquelles auront éventuellement retenu votre attention. Et puis surtout, laissez-vous le temps et soyez gentils avec vous-même. L'idée, c'est pas de se juger ou de s'auto-flageller ou de se renvoyer encore des injonctions. Je suis trop sur les écrans, nanana. C'est vraiment de trouver un rapport sain et qui nous plaît. Vous avez le droit de kiffer le numérique, de kiffer geeker, de kiffer scroller et de prendre aussi du plaisir à faire toutes ces choses-là sans vous renvoyer des pensées négatives. Et vous avez le droit de n'avoir aucune envie de changer votre façon de consommer le numérique. Voilà, c'est pas une nouvelle injonction. Et peut-être d'ailleurs que votre rapport au numérique tel qu'il est aujourd'hui vous satisfait déjà ou vous êtes peut-être déjà tout à fait serein ou sereine avec ça et ça vous convient. Et donc vraiment, prenez ce qui vous parle et qui vous fait du bien et qui vous fait envie dans tout mon propos. Et puis, la dernière chose que je voudrais vous partager au sujet de ce rapport équilibré avec le numérique, c'est ce que je dis déjà au sujet de l'équilibre vie pro, vie perso, c'est que l'équilibre, en fait, c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose qui change tout le temps au gré de nos vies et notre vie est faite de mouvements et de changements. Donc, autorisez-vous à réajuster, à changer, à revenir en arrière, à sauter des étapes, à expérimenter et à tester parce que, voilà, votre rapport au numérique, s'il doit être équilibré, cet équilibre ne sera pas le même tout le temps, tous les jours, à toutes les heures. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à créer et à enregistrer cette mini-série sur le bien-être numérique. J'espère que le format et le contenu vous auront plu. Si vous avez envie de compléter cette liste d'idées, il y a peut-être plein d'autres idées que vous aurez eues et que je n'ai pas eues et qui gagneraient à être partagées. N'hésitez pas à me les faire connaître, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en répondant à ma newsletter. Je les partagerai volontiers avec mes lecteurs et lectrices. Et puis j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette mini-série. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.